L'histoire du français. Comment est-ce que le français est né? Comment il a évolué? Qu'est-ce qui a fait que le peuple entier s'est mis à parler cette langue? Comment est-ce qu'elle a été officialisée? Tant de questions auxquelles on va répondre et on commence avec la chronologie avant Jésus-Christ. On part au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir que sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui la France, on parlait 3 langues. Le grec, le ligure, qui est un dialecte gallo-italique, et le gaulois. 50 ans avant Jésus-Christ, eh bien, il y a l'invasion romaine. La Gaule est envahie par les Romains qui apportent leur langue, le latin. Les Gaulois s'en saisissent et ça donne la naissance du latin populaire. Et certains Gaulois plus aisés, eux, apprennent le latin classique avec les Romains cultivés, érudits. Au Moyen-Âge, du 5e au 15e siècle, plusieurs choses se passent. Au 5e siècle, encore une invasion, mais cette fois-ci des Francs qui viennent du nord de la France. Et là, on commence à ajouter des mots francs à cette espèce de latin qu'on parle à notre manière, ce qui donne la naissance du roman. À ce moment-là, on voit une séparation assez claire au niveau linguistique de la population, puisque le peuple parle roman et l'élite, elle, parle latin. Et ça va venir être confirmé par ce qu'il se passe le 23 mars 789. Non, à ce moment-là, Charlemagne n'invente pas l'école, contrairement à la croyance populaire, mais il en établit le premier cadre scolaire. En fait, il rédige un capitulaire, Amnotio Generalis, qui ordonne au clergé d'ouvrir des écoles pour tous en latin. On fait un bond dans le temps et on arrive au Xe siècle. À ce moment-là, le roman il prend des centaines de formes dans les différentes régions. Et une forme en particulier va nous intéresser, le français, qui lui se développe dans le bassin parisien. Et il nous intéresse puisqu'en fait, il s'agit de notre ancien français. Et si au départ il est régional, il commence à se répandre sur le territoire, notamment en 1987, quand Hugues Capet est élu roi de France. Hugues Capet parle français, il devient roi, la langue devient une langue prestigieuse qui est apprise par les élites, par les personnes cultivées. Ça continue comme ça, notamment en 1119 avec Louis VI le Gros, qui est un descendant du Capet, qui lui aussi devient roi de ce qu'il appelle la France. C'est la première mention de la France. Et il parle également français et cette langue se développe de plus en plus. À cette époque, le français n'est pas la langue officielle, puisque c'est le latin qui est langue officielle à l'écrit. Par contre, c'est la langue véhiculaire de la classe de la population aisée et de l'armée royale. On voit que cette langue commence à être reconnue et prend un petit peu plus d'ampleur dans la société. Au XIIe et XIIIe siècle, le français commence à être utilisé à l'écrit, on voit les premières œuvres littéraires, mais le latin, lui, conserve son prestige puisqu'il est langue unique de l'enseignement, de la justice, des sciences et de la philosophie. Mais en parallèle, il ne faut pas oublier que les dialectes se multiplient sur le territoire. En 1305, on a le florentin. En 1305, on a le florentin Dante Alighieri qui répertorie les 3 langues qu'il connaît selon la façon de dire oui. On a donc les langues d'Oïl au nord, les langues d'Oc au sud et les langues Si qui sont des parlers italiens. Ça doit vous rappeler quelque chose. Oc-Oïl, c'est normalement quelque chose dont vous avez probablement entendu parler. Au XIVe et au XVe siècle, eh bien, la langue évolue et on évolue vers ce qu'on appelle aujourd'hui le moyen français. On arrive alors à la Renaissance qui s'étend du XVe siècle au début du XVIIe siècle. Et là, on a un événement majeur qui se produit en 1539, puisque le français devient la langue administrative en remplacement du latin. En fait, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts par François Ier
qui impose le français comme langue administrative, puisqu'en fait il avait la volonté de réduire l'influence du latin. Ensuite, la langue évolue vers ce qu'on appelle aujourd'hui le français classique, et puis une époque de codification de la langue se met en place, comme on peut le voir par exemple en 1635, puisque Richelieu fonde l'Académie française pour unifier la langue, et en 1694, on a le premier dictionnaire. Mais la langue française n'est jamais imposée au peuple. Il faut savoir qu'environ 10% de la population parle le français à cette époque, et qu'il y a toujours énormément de ce qu'on appelait à l'époque patois, de ce qu'on appelle aujourd'hui langue régionale, puisque à ce moment-là, Albert Dauzat répertorie 636 patois différents en France. Et puis on a le siècle des Lumières, le 18e siècle, qui a un peu la période de rayonnement du français si on peut dire. Le pourcentage de la population qui parle français évolue un peu puisqu'on arrive à environ 20% de la population qui parle français. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à apprendre le français en plus de leur langue régionale. Et puis c'est une période où le français rayonne par les œuvres littéraires, par les sciences, que ce soit au niveau national et au niveau international. Personnellement, j'ai récemment découvert que même les élites russes parlaient français à cette époque-là, l'apprenaient le français en tout cas. Et puis arrive la période marquante de la Révolution. À ce moment-là se pose une problématique essentielle qui est de savoir comment diffuser les idées révolutionnaires lorsqu'on ne parle pas la même langue. Et ce qui se passe le 13 août 1790, c'est qu'on a l'abbé Grégoire qui lance ce qu'on appellerait aujourd'hui la première enquête linguistique, puisqu'il envoie un questionnaire dans toute la France pour répertorier les langues sur le territoire et identifier le pourcentage, le nombre de personnes qui parlent le français. On y reviendra tout à l'heure car ce questionnaire n'est pas anodin. Mais entre-temps, il faut savoir qu'entre 1790 et 1793, eh bien, on a une tentative de tout traduire, puisque on a le bureau des traductions qui va traduire en langue régionale et en langue étrangère tout ce qui est texte de loi, discours, rapport. Mais bien évidemment, l'effort est trop coûteux, alors ce projet de tout traduire est abandonné. Et après cette courte période de traduction, se met en place ce que certains appellent la terreur linguistique. Et là, l'idée prédominante est qu'il faudrait faire la chasse aux langues régionales pour pouvoir unifier la langue, le français, afin de pouvoir diffuser les idées révolutionnaires. Exemple, le 27 janvier 1794, on a le député Barère qui s'engage dans une guerre contre les langues régionales qu'il considère contraires à la diffusion de l'esprit public, et il convainc la Convention, qui est le régime politique et le Parlement en place à cette époque-là, que le français doit être la langue obligatoire des documents publics. Donc là, pas d'autre solution, tout sera écrit en français. Et puis revenons à notre abbé Grégoire et à son inventaire, son enquête linguistique, le 16 juin 1794, puisque il a les résultats de son enquête, il estime qu'une personne sur 5 parle français et il rend un rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française. Bon, alors là, clairement, on a une radicalisation de la pensée qui se met en place. Il faut uniformer le langage d'une grande république une et indivisible, et pour cela, tous les moyens sont bons. À bas les langues régionales. Et là, les idées qui fusent ne sont pas toujours bon enfant, puisque la terreur prévoit même des projets de répression draconienne
pour toute personne qui ignore le français devrait être déportée ou même exécutée. Bon, je vous rassure, ce projet n'aboutit pas, mais quand même, le 20 juillet 1794, on a Merlin de Douai qui fait un rapport à la Convention où il explique que le français doit être imposé comme la langue nationale et qu'il faut interdire les langues régionales. Et donc, il présente un rapport avec, dans l'article 3, le fait que les fonctionnaires qui n'utilisent pas le français seront condamnés à 6 mois de prison. Révolution dans tous les sens du terme, mais révolution linguistique, puisqu'il faut absolument que le français puisse être parlé par tous, et donc la guerre est faite aux langues régionales. Mais même pendant l'époque contemporaine, ces idées ne vont pas totalement disparaître, puisqu'à l'époque contemporaine, on va avoir plusieurs choses. L'unité linguistique et la diffusion du français, notamment par l'école, mais aussi en parallèle ce que certains appelleront un génocide culturel. Il faut savoir, petit aparté, que l'époque contemporaine, c'est à ce moment-là aussi qu'on voit apparaître une nouvelle forme de notre français, puisque la langue évolue au fur et à mesure des années, et là, on qualifie le français parlé à l'époque comme le français contemporain. Alors, 1833, on a une loi qui s'appelle Guizot, en nom au ministère de l'instruction publique de l'époque, François Guizot, et lui, il instaure un enseignement public avec l'usage de manuels français. On instaure donc le français, langue utilisée dans l'école. 1836, on voit apparaître un règlement pour les écoles primaires élémentaires de l'arrondissement de Lorient, un texte qui dit dans son paragraphe de discipline, article 21, il est défendu aux élèves de parler breton, même pendant la récréation, et de proférer aucune parole grossière. Aucun livre breton ne devra être admis ni toléré. Bon, donc on unifie la langue par la diffusion du français à l'école, mais on est toujours dans cette logique de « ah bah, les langues régionales ». Il faut qu'on arrête d'utiliser les langues régionales au profit du français, et ça ne va pas s'arrêter là. Et c'est assez d'ailleurs étonnant dans cette citation de voir que le parler breton est sur le même registre que les paroles grossières. On a vraiment une représentation de la langue régionale qui n'est pas très positive. Continuons car cela ne va pas s'arrêter. 1845, on voit émerger même ce qu'on appellerait une mission civilisatrice de la France, qu'on pourrait, pour certains, qualifier même de linguicide. Pour vous donner un exemple, on a le sous-préfet des instituteurs qui un jour s'exclame et dit « Surtout rappelez-vous, messieurs, que vous n'êtes établis que pour tuer la langue bretonne. » Bon, ils ont vraiment une dent contre le breton, c'est-à-dire que contre les langues générales, les langues régionales en général, mais là, à ce moment-là, si vous parlez breton, vous êtes dans la ligne de mire des personnes au pouvoir. Et on a un autre exemple, un secrétaire particulier à François Guizot qui dit « Nous avons presque à civiliser cette province si belle, mais encore si sauvage. » Donc là, ça fait vraiment, on va civiliser le peuple sauvage et l'instruire. C'est là que certains qualifient qu'est apparu, qu'a eu lieu une sorte de génocide culturel, puisque l'intention était vraiment de faire disparaître les langues régionales, car on pensait que c'était le seul moyen de diffuser le français dans la France entière et qu'il soit parlé par tout le monde. Revenons à notre école. 28 mars 1882, la loi Ferry, qui rend l'instruction primaire obligatoire et qui participe à laïciser l'enseignement public, impose dans son article 1 l'enseignement primaire comprend, petit point, la langue et les éléments de la littérature française. Bon, ben là c'est clair,
Français égale école, le français s'impose et se démocratise. On va faire un petit bond en avant au XXe siècle, puisque vous pensiez en avoir fini avec notre histoire des langues régionales. Eh bien non. 1925, ministre de l'Éducation publique, Monsieur Anatole de Monzy, dit: pour l'unité linguistique de la France, il faut que la langue bretonne disparaisse. C'est clair, explicite, envoyé à l'expéditeur pour qu'on puisse tous parler français à bas le breton. Le breton est mentionné partout, mais peut-être parce que c'était la langue la plus revendiquée, le peuple le plus revendicateur. Là, je n'ai pas la réponse, c'est une supposition, mais on parle beaucoup du breton. Mais ce sont les langues régionales en général. Le bilan de cette époque contemporaine, c'est qu'il y a quand même beaucoup de positifs. Le latin est définitivement abandonné, le français le remplace, devient la langue de l'école. L'école, elle, eh bien, elle est accessible à toutes les classes et aux filles. Mais tout ça précipite la chute des langues régionales et on leur fait un petit peu la misère. Après cette époque marquée par la propagation du français et par une période plus sombre pour les langues régionales, on a le XXe siècle. Et le XXe siècle, il est marqué par les deux guerres mondiales, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et ces deux guerres vont participer à l'unification du français, puisque les soldats qui sont appelés des quatre coins de la France pour se battre ensemble, côte à côte, contre l'ennemi, eh bien ils vont avoir besoin de communiquer. Et s'ils ne parlent pas la même langue régionale, eh bien ils vont devoir communiquer en français. Et donc pratiquer le français, et donc ramener le français chez eux, et parfois même écrire à leur famille en français. Donc il y a un gros effort, une grosse étape en tout cas d'unification du peuple, de la langue en français. On va avancer un petit peu dans le temps et on a un gros événement en 1975 avec la loi Balloriol relative à l'emploi du français, puisqu'elle rend l'usage du français obligatoire dans l'affichage public et pour les publicités commerciales. Il est absolument interdit dans les affichages publics et les publicités commerciales d'utiliser des expressions étrangères. Le 25 juin 1992, quelque chose se passe au niveau de notre Constitution. L'article 2 est ajouté à la Constitution et il dit « La langue de la République est le français ». Le français devient officiellement la langue de la République française. En fait, pour vous donner un peu le contexte, avec la ratification du traité de Maastricht, le gouvernement de François Mitterrand avait un peu peur de l'influence que l'anglais pouvait prendre dans les institutions européennes. Il a donc fait inscrire dans la Constitution que notre langue était le français, peut-être dans l'espoir de faire un peu barrage à l'anglais. Le 4 août 1994, notre loi Balloriol, dont on a parlé avant, elle est remplacée par la loi Toubon. Et son article 1 dit « Langue de la République, en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. » Concrètement, la langue doit être employée dans tous ces domaines de la vie. Le 7 mai 1999, Lionel Jospin signe ce qu'on appelle la Charte européenne des langues minoritaires ou régionales, qui vise à protéger les langues régionales et minoritaires. Là, on pourrait avoir l'espoir de se dire très bien, la langue française est protégée, inscrite dans la Constitution, tout le monde quasiment parle français, on va pouvoir reconnaître un petit peu nos langues régionales et après la misère qu'on leur a fait, peut-être qu'on va les protéger un petit peu.
Mais non, puisque Jacques Chirac saisit le Conseil institutionnel et lui déclare cette charte européenne anticonstitutionnelle, puisque, je vous rappelle, la langue française est la langue de la République et que la République est une et indivisible. Tous les locuteurs de toutes les langues doivent avoir. Passons au XXIe siècle. En 2008, sous Nicolas Sarkozy, les langues régionales entrent dans la Constitution comme appartenant au patrimoine de la France. On reconnaît que les langues régionales font partie de notre patrimoine. Mais pourtant, en 2013 et en 2015, François Hollande va tenter de ratifier la charte européenne dont on a parlé tout à l'heure, et sans succès, elle sera toujours jugée anticonstitutionnelle. D'autres lois ont lieu, comme la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui dit que dans certains cas, une autre langue que le français peut être utilisée comme langue d'enseignement dans l'enseignement supérieur. On se met alors à promouvoir les langues étrangères et les langues régionales. On voit apparaître un concours spécial en langue régionale pour les professeurs des écoles. On voit aussi des expérimentations qui se font autour des langues dans certaines écoles. Mais on a quand même en 2021 un petit coup de dur pour les langues régionales puisque l'éducation immersive est jugée anticonstitutionnelle avec le rejet de la loi Molac par le Conseil constitutionnel. Le XXIe siècle, c'est vraiment le siècle de l'équilibrisme, c'est-à-dire qu'on essaye de valoriser le français, valoriser les langues étrangères puisqu'elles peuvent être utiles pour notre population et on essaye de reconnaître et de faire renaître un peu de leurs cendres les langues régionales, mais tout ça est bien sûr régi par un certain cadre juridique et parfois on a un petit peu de mal à avoir un équilibre total. Voilà pour ce qui est de l'histoire du français, des politiques linguistiques qui ont été mises en place et la chronologie de comment est-ce qu'on en est arrivé à aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à suggérer cette vidéo. Moi je vous dis merci et à bientôt.